Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Une annulation du décret présidentiel révoquant Ousmane Sonko de la fonction publique possible selon un enseignant-chercheur en droit public. Ngouda Mboup soutient que le concerné peut attaquer l'acte devant la Cour suprême pour manquement dans les procédures et absence de motivation. L'hôpital d'Al Diam, enfin ouvert au grand public. Seules les consultations externes sont pour le moment disponibles. Seules les consultations externes donc sont pour le moment disponibles. À Saint-Louis, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation déroule son troisième plan d'action. Ses membres du corps de contrôle dénoncent le refus catégorique du gouvernement de payer des heures supplémentaires aux formateurs des CRFP. Football, les Lions du Sénégal ont effectué ce matin leur deuxième galop d'entraînement en vue du match contre la Namibie. Seuls 4 joueurs manquent à l'appel. Et puis Mohamed Sissé, vice-président de la SCOSEN, est l'invité du 20h. C'est à suivre en fin de journal avec Antoine Diouf. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Ngouda Mboup est formel. Ousmane Sonko peut obtenir l'annulation du décret présidentiel le révoquant de la fonction publique s'il attaque l'acte devant la Cour suprême. L'enseignant-chercheur en droit public voit des manquements dans la procédure et l'absence de motivation. Il a rencontré nos reporters Omar Mamadou Bassoum et Léa Niafouna. Après sa révocation par décret présidentiel en date du 29 août, Ousmane Sonko décide de faire recours devant la Cour suprême. Selon Ngouda Mboup, enseignant-chercheur en droit public, le leader de PASTEF a toutes les chances d'obtenir l'annulation de l'acte administratif. Le statut est très clair parce que le conseil de discipline, s'il convoque un agent par rapport donc, à quelque chose qui lui est reproché, il doit aussi donc, respecter les règles de forme, mais aussi respecter les droits de la défense, c'est important. Et les droits de la défense supposent que la personne donc, puisse se défendre, que la personne donc, puisse avoir accès à son dossier. Pour l'enseignant à la faculté de droit, en plus des manquements liés à la procédure, il y a une absence de motivation, mais aussi un caractère disproportionné de l'acte. Au regard de la jurisprudence, sénégalaise et française, la sanction elle est disproportionnée. Avant de prendre une sanction radicale, il faut avertir l'agent pour lui montrer que voilà, il y a des manquements qui lui sont reprochés et il n'a qu'à faire attention, sinon on pourrait donc voilà, prendre une sanction qui est beaucoup plus donc, lourde par rapport à la sanction qui vient d'être prise. Mais là, à la grande surprise, on a pris une sanction radicale. Et cette sanction risque, à mon avis, cette mesure risque d'être annulée par le juge au regard des manquements. Donc, si l'administration décide quand même de viser le manquement à la discrétion professionnelle, l'administration, en l'espèce, est tenue de motiver sa décision. C'est-à-dire, tout simplement, il doit avoir comme support des arguments de fait et de droit. Et en l'espèce, on ne les a pas vus. Ngouda Mboup juge par ailleurs l'acte précipité, car, dit-il, le conseil de discipline avait 30 jours pour rendre son rapport au président de la République. Nous restons avec l'enseignant-chercheur Ngouda Mboup qui soutient qu'Ousmane Sonko peut garder son statut de fonctionnaire en demandant la Cour de surseoir à l'exécution du décret présidentiel. Je vous propose toujours de l'écouter. En matière de recours pour excès de pouvoir, on a la possibilité de demander le surseoir à exécution de l'acte attaqué en tant que tel. Comme ici, c'est un acte faisant grief, la plupart du temps, il faut que 2 conditions soient réunies. Qu'il y ait des moyens sérieux et qu'il y ait un préjudice difficilement réparable. Et ici, en l'espèce, on peut dire que ces 2 conditions sont réunies, mais il appartiendra au juge quand même de les apprécier. Maintenant, le surseoir à exécution, c'est quoi? C'est une mesure conservatoire, c'est une procédure d'urgence qui permet tout simplement de bloquer l'acte pour que l'acte ne puisse pas déployer ses effets. Donc si Sonko obtient la suspension de l'acte, il peut toujours rester dans son service. Révocation ou radiation, beaucoup de confusion notée dans la sanction disciplinaire d'Ousmane Sonko. Pourtant, il est bien dit que le fonctionnaire bénéficie d'une révocation avec pension de retraite. C'est quoi donc la différence? Quid de la suspension? Eh bien, Maïmouna Ndiaye et Diafara Ba ont voulu en savoir plus. Suivez plutôt.
Radiation, révocation, suspension, 3 termes différents. Mesures d'administration judiciaire, des sanctions clairement définies sur 3 niveaux. D'abord, c'est quoi la radiation? La radiation, c'est en quelque sorte une sorte de rétrogradation, c'est-à-dire on peut radier quelqu'un sur les tableaux d'avancement pendant 2 ans. Donc après ces 2 ans, la personne retrouve c'est-à-dire sa hiérarchie et ses tableaux d'avancement. Après la radiation, la suspension. La suspension, généralement, c'est une mesure disciplinaire, mais de faible impact en termes de sanctions. Et à ce niveau, la suspension peut aller jusqu'à 6 mois. Donc sans pour autant que l'intéressé puisse perdre son salaire. Il peut être suspendu pendant 6 mois et ensuite si la procédure disciplinaire continue, on peut quitter la phase de la suspension pour arriver vers la phase par exemple de la radiation ou de la révocation. Une autre forme de licenciement, la révocation. Elle peut se faire sans ou avec pension de retraite. Maintenant, si c'est la révocation, c'est le licenciement. C'est le licenciement avec pension ou sans pension, révocation avec pension de retraite et révocation sans pension de retraite. Pour le cas d'Ousmane Sonko, l'on nous parle de révocation avec pension de retraite. Les syndicalistes de l'administration comptent saisir la Cour suprême pour annuler la décision. Nous parlons à présent de toute autre chose. Le choix des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est ce dimanche, une élection où seuls les conseils municipaux et départementaux sont appelés à voter. Ils devront élire les 80 sur les 150 membres que devra compter le Haut Conseil des collectivités territoriales. 36 listes sont recensées sur l'ensemble du territoire national. Aminata Mbaresso, Yafaraba. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, un scrutin différent des autres. La seule chose qu'on peut dire qu'il y a une différence dans ce scrutin, c'est que les électeurs, ce n'est pas l'ensemble des Sénégalais qui sont concernés, les électeurs. Ce sont des électeurs qui sont dans un collège. Ce sont les élus des conseils municipaux et les élus des conseils départementaux. Donc, cela veut dire que vous et moi, nous n'irons pas voter parce que nous ne sommes pas concernés. C'est un collège électoral. C'est comme on dit, une élection indirecte. Nous avons élu des conseillers municipaux et départementaux. Ce sont ces conseillers qui vont élire d'autres conseillers. Seuls donc les conseillers municipaux et départementaux sont appelés aux urnes. Ils devront choisir le représentant sur les 36 listes répertoriées au niveau national. Mais chacun viendra avec les votants, ce sont donc ces conseillers municipaux et départementaux. Ils vont voter de la même manière que l'on vote généralement dans un scrutin. Ils viendront avec leur carte d'identité, mais il n'y a pas de carte d'électeur à cette occasion-ci. Donc ils vont venir se présenter comme tout bon électeur. On va vérifier leur identité. Ils vont prendre les bulletins. Ils vont passer à l'isoloir. Et sortir de l'isoloir, ils vont venir déposer leur bulletin dans l'urne, encre indélébile et tout ça, et donc ils vont pouvoir partir tranquillement. Donc ce n'est pas une élection extrêmement compliquée. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, une nouvelle entité administrative qui devrait renforcer l'autonomie des collectivités locales. Elle comptera 150 membres, les 80 choisis par les élus locaux, les 70 restants nommés par le chef de l'État. La rencontre entre le ministère du Travail et les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Les débats ont tourné autour de l'avant-projet de l'arrêté fixant les règles d'organisation des élections de représentativité syndicale. Écoutons à ce propos Mamadou Lamine Dianté qui se dit satisfait du contenu de l'arrêté. Des propos recueillis par Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. Il faut dire qu'il y avait déjà un projet d'arrêté qui a fait l'objet de partage et d'amendement de la part des organisations syndicales le 25 mai 2016. C'est sur la base évidemment de ce document amendé qu'une proposition a été faite à l'Assemblée nationale pour la modification de l'article L85 du Code du travail.
Aujourd'hui, le ministre nous a convoqués, les secrétaires généraux, à venir participer à un atelier de validation de l'arrêté avant sa signature. Je dois dire que l'ensemble des dispositions pertinentes de cet arrêté nous agrée totalement, parce qu'il va falloir que nous puissions procéder à des élections de représentativité dans le secteur public de l'éducation et de la formation par collège. Cela veut dire qu'il va falloir que nous puissions, à travers ces élections, déterminer les syndicats représentatifs dans le préscolaire et dans l'élémentaire, d'une part, dans le moyen secondaire, d'autre part, et également dans les corps de contrôle. Ces élections permettront non seulement d'avoir une meilleure lisibilité du champ syndical dans le secteur de l'éducation et de la formation, mais également de rationaliser la table de négociation. Il ne sert à rien d'avoir 50 syndicats autour d'une table pour pouvoir discuter. Je vous le disais dans les titres, l'hôpital d'Alal Diam enfin ouvert au public, mais les usagers ne sont pas encore au bout de leur peine. Sur place, seules les consultations externes sont pour le moment disponibles. L'inauguration est prévue l'année prochaine. Nos reporters Salif Sow et Asmalik Diop y ont effectué un tour. Dalal Diam ouvre ses portes. Ce médecin généraliste consulte sa première patiente. Nous voyons nos premiers patients. Et nous essayons de faire le maximum pour eux. Donc, vous voyez que la consultation générale est en train de fonctionner. Certains services aussi sont en train de fonctionner. Le temps de faire un démarrage effectif avec la mise en place de tout le système. Ici, tout n'est pas en point, reconnaît le premier responsable des lieux. Les perspectives, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir un hôpital fonctionnel à tout point de vue. On aura des consultations générales tous les jours. Il y aura des consultations cardiologiques également tous les jours. Et en fonction maintenant d'un calendrier bien établi, d'autres spécialités vont également consulter, notamment la dermatologie, la neurologie, la pédiatrie, la rhumatologie, l'oncologie médicale. Donc toutes ces disciplines-là aujourd'hui vont démarrer leur consultation en fonction d'un calendrier bien maîtrisé et en fonction de la disponibilité des chefs de service. L'autre manche reste la bonne gestion de la structure sanitaire. Pour les usagers de l'hôpital, l'accueil et la propriété doivent priver sur le reste. ba pare hôpital bi set na lépp daal neex nañu ñu ngi ñaan yàlla jële fi wéru yaram ba. D'un coût de plus de 50 milliards de francs CFA, Dalal Diam a une capacité litière de 300 lits extensibles. Doté d'un service héliporté, son ouverture globale est prévue début 2017. À présent, les précisions de Mame Mbaye-Niang après les critiques reçues à propos du déroulement et de l'organisation des vacances citoyennes. Il a également apporté des éclairages sur la participation de Youssou Ndour et de Super Étoile. Le ministre de la Jeunesse est interrogé par Ibou Diouf et Léa Niafouma. Parler d'artistes qui participent ou de Youssou Ndour, moi je pense que c'est un monsieur respectable. Entacher l'honorabilité, je pense que c'est malsain. Bon, maintenant, dès que les gens pensent qu'il y a des enjeux d'argent, il n'y a pas d'enjeu d'argent. Il ne perçoit absolument rien du tout du ministère. Ce qu'il fait, il le fait pour le président de la République, pour soutenir ses activités. Je pense que 300 millions aujourd'hui, 320 millions pour être plus précis. Et à la fin, vous pouvez comprendre quand même, après avoir constaté de vue l'ensemble des activités que nous avons menées, vous pouvez en déduire qu'il n'y a pas de place pour un per diem. Youssou Ndour, je le rappelle, c'est vous, la presse, qui nous l'avez appris. C'est 110 millions par soirée ou concert. On vient d'en faire 8. Et très prochainement, Inch'Allah, 9. Il y a des gens qui se lèvent de façon... c'est de la méchanceté de vouloir entacher l'honorabilité d'une personne. Et ce qui est gênant, c'est cette même personne-là qui nous demande de ne pas répondre. Mais moi, j'étais prêt à en découdre. Parce qu'on ne peut pas accuser une personne sur la base de rumeurs ou d'état d'âme. Il faut arrêter.
Libre ensemble, un nouveau concept pour aider les jeunes à mieux faire face au terrorisme et à la radicalisation. L'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, compte sur les gouvernements et les organisations en charge des questions de jeunesse pour porter plus haut le plaidoyer. Un atelier de formation sur la sensibilisation est initié dans ce sens. 80 jeunes filles et garçons ont pris part à cette rencontre. Compte rendu signé Ibou Diouf et Léa Niafuna. Le terrorisme et la radicalisation violente touchent cette frange de la population, la jeunesse. Et sur d'autres terrains, les jeunes se mobilisent de plus en plus pour faire face à ces fléaux. La francophonie intervient dans ce sens avec le concept Libre Ensemble. Libre Ensemble, c'est une réponse à ce fléau, à ce mal qui est en train de déséquilibrer le monde, qui est le terrorisme et la radicalisation violente. Libre Ensemble, c'est un programme lancé par Mme Michaël Jean. Avec le soutien des organisations en charge de la jeunesse, le concept Libre Ensemble veut toucher le maximum d'individus. Beaucoup de jeunes Sénégalais se sont radicalisés également, sont actuellement des soldats du groupe État islamique. Et il est nécessaire de faire le diagnostic et de savoir le pourquoi. Il s'agit notamment de lutter contre les inégalités sociales, offrir aux jeunes des opportunités d'éducation, de formation, développer une approche intégrée qui implique les forces de défense et de sécurité des États africains et du monde entier. Lutter contre le terrorisme et la radicalisation violente, entre autres combats, mais pour les autorités, il s'agit de mettre en œuvre des actions contribuant à la prévention. Il faudrait aussi repenser le modèle d'utilisation des réseaux sociaux. Il faudrait des lois, un dispositif qui puisse freiner ou bien qui puisse quand même contrôler tous ces flux de communication. Les vacances citoyennes ont été pour nous l'occasion de sensibiliser les jeunes Sénégalais sur les opportunités d'emploi existantes. Cet atelier de formation entre dans ce cadre. Plus de 80 jeunes, garçons et filles sont formés sur différentes stratégies et méthodes de prévention du terrorisme. Ils seront tous des relais pour porter dans différentes sphères les messages de sensibilisation. Économie à présent, le cadre macroéconomique du Sénégal reste stable. Une annonce d'Ali Mansour du FMI. Au terme d'une mission, le Fonds monétaire international salue la volonté des autorités de continuer à mener une politique budgétaire adéquate. Ali Mansour, que je vous propose d'écouter au micro de Fatidian et Tierno Laurent Mendy. Le cadre macroéconomique est très satisfaisant dans le court terme, c'est-à-dire pour cette année et nos projections pour l'année prochaine, avec une croissance solide, l'inflation qui demeure maîtrisée, un déficit budgétaire qui continue à se réduire et qui vous permettrait d'atteindre les critères de convergence de l'UEMOA d'un déficit de 3% du PIB en 2018 et avec une balance des paiements qui s'améliore, non seulement parce que les prix des matières premières, particulièrement le pétrole, ont baissé, mais aussi parce qu'on voit un début d'augmentation des exportations. Le taux de croissance continue à être à un taux élevé et nous pensons que et cette année et l'année prochaine, le taux de croissance devrait dépasser les 6% en absence de choc et en espérant que les pluviométries soient positives. Le PSE est un excellent programme et si on met en place les réformes nécessaires, c'est un programme qui devrait amener le Sénégal à l'émergence. Et puis le projet piscicole de Ndangalma récolte ses premiers produits, plus d'une tonne de poissons cette année. Ce fruit dont partenariat entre la mairie de Ndangalma et l'Agence nationale de l'aquaculture permet également de lutter contre l'exode rural. La cérémonie s'est tenue à Ndangalma, compte rendu Mohamed Diop est à l'Assemblée. Du poisson frais en très grande quantité, nous sommes au projet piscicole de Ndangalma. La pêche est bonne, 1 tonne 300 cette année. Tout ceci a été possible grâce à un partenariat entre la mairie de Ndangalma et l'Agence nationale de l'aquaculture. Vous savez très bien que nous sommes au Bawol. Nous n'avons ni mer, nous n'avons ni lac, ni rivière. Qui aurait pu penser que des changements de comportement ou d'alimentation pourrait être à la base
En tout cas, nous parlons à présent de la loi d'orientation agro-sylvopastorale promulguée le 4 juin 2004. Eh bien, depuis plusieurs de ces décrets d'application peinent à être élaborés, un constat qui est à l'origine d'échanges portant sur sa mise en œuvre. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur général d'IPAR Sénégal. Il est interrogé par Birama Dior. On se rend compte qu'il y a beaucoup de décrets d'application qui n'ont pas aussi été pris. C'est pourquoi nous avons pensé en partenariat avec l'Assemblée nationale, qui sont destinataires justement de ces lois, pour qu'on puisse évaluer avec eux, faire le suivi et voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et comment avoir un plan d'action pour suivre la mise en œuvre opérationnelle de ce qui reste à faire. La loi prévoyait une concertation entre tous les acteurs avec le chef de l'État chaque année. On se rend compte que, quel que soit, même s'il y a eu des activités, des rencontres, etc., de façon formelle, il n'y a pas cette plateforme qui devrait exister. Comment faire? Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça qu'on va faire, justement, l'atelier. L'atelier nous permettra de dire quels sont les éléments de blocage. Il y a des choses, c'est plus interne aux acteurs. Il y a d'autres choses, c'est des questions financières. Il y a d'autres, c'est peut-être une question de volonté, mais en ce moment, les acteurs vont dire si c'est utile, comment arriver à le faire. Et c'est vraiment ça l'objectif de la conférence, de la rencontre pour les 2 prochains jours. Puis les populations de Sakar, c'est dans le Pakao, pour un retour à la terre des jeunes de la localité. À cet effet, 1000 hectares sont prévus pour l'agriculture et pour l'élevage. Elles veulent l'accompagnement du PRODAC et de l'ANIDA pour enfin stopper l'immigration clandestine. Bakary Conté, Salassambe pour plus de détails. La zone du Pakao est très touchée par le fléau de l'immigration clandestine. Plusieurs morts sont enregistrés dans cette localité de la région de Sédhiou. Lorsque nous avons vu nos enfants quitter le village pour se rendre en Europe, beaucoup sont morts dans les eaux. J'ai même perdu mes 2 neveux dans la mer ce jour-là. J'avais beaucoup pleuré. Notre localité dans la commune de Sakar est vraiment touchée de l'immigration clandestine. Les jeunes quittent ici pour Libye, pour Italie, pour Espagne. Bon, pour cela, il y a des gens qui restent dans l'eau, il y a des gens qui restent disparus dans la nature comme ça, on ne connaît pas. Pour freiner ce phénomène, la commune de Sakar a octroyé 1000 hectares à la population. Nous avons déjà en tout cas imaginé depuis 2004 que pour freiner en tout cas ces immigrations-là, il faut maintenir les jeunes dans notre terroir à partir de l'agriculture. C'est dans ce sens que la communauté rurale avait affecté à 9 villages une superficie de 1000 hectares. Le maire Lamine Dramé demande l'aide du PRODAC et de l'ANIDA pour fixer les jeunes. L'ANIDA nous a promis ici de faire une ferme agricole depuis 1 an, mais jusqu'à présent nous les attendons. Si le PRODAC intervient, en tout cas dans les 1000 hectares que nous avons affectés à la population de la commune, donc c'est encore mieux. Une occasion pour le maire de Sakar de réclamer la réalisation des pistes de production et de l'électricité dans sa commune. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. La section Saint-Louis du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation déroule son 3e plan d'action dans le cadre du bras de fer qui l'oppose à l'État du Sénégal. Ces membres du corps de contrôle dénoncent le refus catégorique du gouvernement de payer les heures supplémentaires aux formateurs des CRFP. Ils ont fait face à la presse. Nous écoutons leur porte-parole, il s'appelle Al Ousseinouba. Il est interrogé par Ousseinou Diop et Habib Sek. Il se trouve que depuis 2 ans, les formateurs n'ont pas reçu leurs indemnités. C'est-à-dire 2 formations, dont 2 complètement déjà réglées et 2 autres en cours. L'État refuse de les payer et veut nous entraîner dans un marchandage de vendeurs à la sauvette. Le science dit niet. Et sollicite l'ouverture de négociations par l'entreprise des inspecteurs d'académie. Et cette fois, le ministre revient dans son marchandage en proposant cette fois 50%. Le gouvernement a perturbé et saboté les enseignements apprentissages au niveau de l'élémentaire d'abord, puis au niveau des moyens collèges secondaires.
des moyens secondaires, et aussi au niveau de l'université. Il reste maintenant le dernier maillon, c'est la formation des enseignants. Face à cette situation, le CNES s'oppose et exige du gouvernement le paiement sans délai des heures supplémentaires liées à la formation initiale des élèves maîtres et à la formation diplômante des instructeurs adjoints. Nous restons à Saint-Louis, à quelques jours du grand Magal des deux Rakas de Serigne Touba Mbacké Khadim. Les préparatifs s'accélèrent dans la capitale du Nord, le lieu où devra se tenir la prière bien nettoyée, le mur du jardin en état délabrement très avancé, également réparé par les Baïfal pour la sécurité des talibés. Ousseynou Diop et Habib Sek, nos correspondants à Saint-Louis, nous font le point. La ville de Saint-Louis prépare activement la célébration de la 41e édition du Magal des deux Rakas de Serigne Touba. Dans toute la ville, les populations ont entamé des opérations de nettoiement pour lutter contre l'insalubrité. C'est le cas dans le populeux quartier de Léona. Ici, les jeunes de toutes les confréries ont participé à l'action citoyenne. C'est spontané, mais cela va contribuer nettement à recevoir les invités de Saint-Louis dans notre quartier et pour que cela soit paisible. Et c'est pour que le mouvement navétane, qu'on mette le mouvement navétane en contribution. En tout cas, pour qu'au-delà du football, au-delà des activités de vacances qui se font, que les mouvements, les ASC servent en tout cas à participer au développement, à la salubrité des quartiers. À quelques jours du Magal des deux Rakas de Serigne Touba Mbacké, les Baïfal ne sont pas en reste. En compagnie du Kuréel des deux Rakas, ils ont entamé la réfection du mur du jardin où devra se tenir la prière. La structure était défectueuse depuis des mois pour la sécurité des talibés qui viennent de partout dans le monde. Ils s'engagent à réhabiliter le lieu avec leurs propres moyens. C'est un devoir pour le Kuréel de venir et de travailler pour Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont là et qui font partie de Ahlou Baïfal, notamment de la commission d'organisation du Kuréel, remettent les grilles. Pour cette année encore, les Baïfal s'illustrent au Magal des deux Rakas de Serigne Touba. Pour les disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall, cela répond aux fondamentaux des Ahlou Baïfal. Le Baïfal, quand on est dans une maison, l'enfant le plus dévoué qui accepte. Le Baïfal, quand on est dans une maison, l'enfant le plus dévoué qui accepte. Le Baïfal, c'est celui qui mouille les mains et qui fait tout. Et au retour, il n'attend absolument. La 41e édition du Magal des Serigne Touba Mbacké à Saint-Louis a démarré ce dimanche. En attendant, la ville se fait de plus en plus belle pour accueillir ses hôtes. En mode culture, à présent, la pièce de théâtre intitulée Homo Senegalensis a été présentée au Lougatois dans le cadre d'une tournée nationale organisée par son initiateur en collaboration avec la direction de la cinématographie. Cette pièce parle de la transformation des Sénégalais qui, de 2000 en 2015, se sont métamorphosés sur tous les plans. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications d'Abdoulaye Diakhaté, comédien, metteur en scène. Il est avec Thierno Fall. C'est le type sénégalais d'aujourd'hui, c'est-à-dire un être bizarroïde, avec ses contradictions et ses contrastes, autant sur le plan religieux que le plan existentiel, sur le plan de la moralité, sur le plan sociétal, comportemental et tout. En tout cas, nous, ce que nous voulons dire, ce que nous avons compris dans Homo Senegalensis, c'est la définition que le journaliste Léon Sarr en donne. C'est-à-dire, nit koo xam ni da ngay téye ci yàpp, il a ici la viande, ici le poisson, mais il sent la banane. On a transposé ces Sénégalais dans un espace géographique neutre pour qu'ils se regardent eux-mêmes. Donc, c'est les Sénégalais qui quittent le Sénégal pour aller en Espagne, mais qui s'échouent au Brésil, dans une île où il n'y a rien à manger, rien à boire, et ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. Deuxième galop d'entraînement des Lions du Sénégal, c'était ce matin. 4 joueurs manquent à l'appel. On parcourt sans faute. C'est l'objectif affiché des poulains d'Aliou Cissé. Fatou Kiné Dème, Cheikh Hassana Fall et Pape Sangone Mbaye
ont assisté à cette séance. Solide leader de son groupe K, le Sénégal visant sans faute dans cette phase qualificative. Les Lions veulent finir en beauté. Il faut prendre match par match. Là, c'est vrai, on est qualifié, mais il ne faut pas oublier que la compétition n'est pas encore finie. Il reste encore un match. Il faut le terminer en beauté. En plus, on est à domicile, on joue chez nous. Ça a toujours été un match en jeu pour nous. On est concentré là-dessus. On veut cette dernière victoire. Ça nous tient à cœur. On veut pouvoir faire un carton plein dans ce groupe. Aliou Cissé aux commandes. Le deuxième galop des Lions mobilise tout le staff. Il s'agit d'huiler les automatismes au milieu de terrain pour bien faire face aux Namibiens. Travailler surtout au niveau du milieu, de pouvoir sortir le ballon un peu plus facilement, pouvoir trouver cette osmose, je pense dire, avec ces trois milieux de terrain qui vont pouvoir donner beaucoup de mouvement et pouvoir faciliter la sortie du ballon. Pour leur dernier match de cette phase qualificative comptant pour la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon, les Lions comptent sur une forte mobilisation du public. On attend du public une très forte mobilisation pour nous soutenir et nous encourager durant cette rencontre pour un parcours sans faute. Mis à part les absences de Karambodj, Pape Abdoulaye Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Moussa Konaté, c'est un groupe déterminé qui se prépare pour affronter les Namibiens ce samedi 3 septembre au stade Léopold Sédar Senghor. Fatou Kinedem, merci. C'est la fin de ce journal. Chérif, lui, il est déjà en place. Alors, Chérif, la qualification est déjà en poche, mais quand même, samedi, tous au stade pour aller supporter les Lions. Mais bien évidemment, on va arborer notre maillot comme tous les jours de match, cher Tidiane. Merci beaucoup. Rendez-vous samedi. Samedi avec tout le service des sports de la télévision et de la radio Futur Média avec les commentaires de Malal Junior Diagne, que tout le monde connaît au Sénégal. Merci beaucoup. Dans un instant, l'invité du 20h et on va parler d'autre chose, de moutons de Tabaski. Rebonsoir et merci de choisir la télévision Futur Média pour vous informer. À 2 semaines de l'Aïd el-Kébir, l'inquiétude de bon approvisionnement en moutons se fait sentir un peu du côté des consommateurs. Faut-il acheter tôt son mouton de Tabaski ou bien faut-il encore tout simplement attendre un moment? Nos fournisseurs habituels que sont le Mali et la Mauritanie seront-ils encore coopératifs cette année? Antoine Diouf, vous êtes avec Mohamed Cissé. Cher Ahmed Tidiane Diop, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le vice-président de la SCOSEN, Mohamed Cissé. On va parler de moutons, beaucoup de moutons ce soir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Antoine. Nous sommes à 2 semaines de la fête de la Tabaski. Le marché du mouton, comment il se présente? Je dirais que le marché du mouton, parce que nous avons effectué le voyage avec le ministre de l'élevage, avec son équipe, avec le représentant des transporteurs et le représentant des éleveurs. Et vous vous êtes rendu où exactement? Nous nous sommes rendus dans un premier temps à Tambacounda et au fin fond de la brousse, nous avons rencontré un éleveur qui est très important, qui à lui seul peut vous vendre plus de 1200 moutons. Donc on a regardé